Et notre invité ce matin, c'est le politologue Pascal Perrineau. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup Pascal Perrineau d'être avec nous. On a évidemment envie en cette rentrée politique d'avoir votre analyse sur ce qui est en train de se passer. Et on va commencer d'abord par ces négociations qui se déroulent autour du budget, puisque c'est un peu le fil rouge de cette semaine politique. Est-ce que vous croyez, vous, à un accord de non-censure ? Aller jusqu'à un accord de non-censure, peut-être pas. Mais une forme de pacte tacite de non-agression, pourquoi pas? C'est le but, c'est déjà ce que recherchait Michel Barnier, c'est ce que recherche de manière explicite le gouvernement Bayrou, sachant qu'il y a toujours un risque dans ce type de négociation, avec une majorité par définition fragile, majorité relative fragile, c'est ce que vous gagnez d'un côté, vous pouvez le perdre de l'autre. Moi, ce qui me frappe, c'est qu'en effet, les négociations vont leur train, on verra jusqu'où, sur en particulier le dossier des retraites, avec le Parti communiste, les Verts et le Parti socialiste, mais LR fait sentir sa différence et dit attention, on peut négocier, mais pas à n'importe quel prix, et en tout cas sur le terrain fiscal en particulier, sur leur terrain d'une certaine rigueur budgétaire, il ne faut pas que les négociations avec la gauche entament l'accord qui, pour l'instant, reste la colonne vertébrale de la majorité actuelle. Comment c'est possible? Comment il peut maintenir cette forme de « en même temps », François Bayrou? Vous avez vu que le « en même temps » présidentiel, c'était déjà quelque chose de difficile. Alors le « en même temps » primo-ministériel, on va voir dans les heures qui viennent si ça a un peu plus de succès que le « en même temps » présidentiel. Qu'est-ce qui change par rapport à Michel Barnier? C'est quoi? C'est une méthode Bayrou plus politique? C'est une méthode Bayrou. Est-ce que c'est plus politique? C'est plus dans le style. Oui, c'est plus dans le style de ce qu'est François Bayrou, une certaine bonhomie. Parfois, on ne sait pas très bien quels sont les axes, et donc tout le monde un peu peut s'y retrouver. Il y a un style, oui, il y a un style. Il entretient le flou là où Michel Barnier avait des convictions très arrêtées. Michel Barnier, c'était plus dossier par dossier. On voyait à peu près quel était le cap. Bien sûr, il y avait une négociation qui était ouverte, mais on voyait aussi. On utilisait d'ailleurs beaucoup, à l'époque, les fameuses lignes rouges. On voyait des lignes à ne pas dépasser. Là, il n'y a plus beaucoup de lignes. On disait, l'un des points de négociation, c'est la réforme des retraites. La gauche demande son abrogation. Alors, on a un peu changé de vocabulaire. Maintenant, on est plutôt dans la suspension. Mais est-ce que, vis-à-vis du macronisme, François Bayrou, il peut dilapider cette réforme, qui est quand même la réforme symbolique d'Emmanuel Macron? Non, là aussi, il rencontrera à un moment un mur. C'est-à-dire que cette réforme reste, à tort ou à raison, on n'est pas là pour se prononcer sur le fond, mais à tort ou à raison, un élément essentiel du deuxième mandat d'Emmanuel Macron. C'est quelque chose sur lequel il y a eu une guérilla extrêmement intense. Cette réforme ne peut pas être complètement défaite, bradée. C'est pour ça dire que l'on parle davantage de suspension de la réforme, de remise dans un débat qui serait un débat large avec les forces sociales, afin de toiletter cette réforme, de l'infléchir, mais remettre en cause l'axe central de la réforme, ça me semble quasi impossible. Donc revenir sur les 64 ans, c'est pas possible? Revenir sur les 64 ans, ça va être extrêmement difficile. Je sais qu'il y en a qui réclament à corps et à cri le retour à 62 ans, mais bon, il y a les capacités de se renier en politique sont, comme dans d'autres domaines d'ailleurs, les capacités de renier sont importantes, mais enfin, là, c'est quelque part l'ossature même du macronisme qui est mise en cause. Et pour les LR, est-ce que les LR, ils peuvent accepter ça vis-à-vis de leur électorat? Non, les LR ont été en soutien de cette réforme. On ne voit pas très bien LR là-dessus, en particulier avec un électorat qui est un électorat là-dessus beaucoup plus réformiste que beaucoup d'électorats. On ne voit pas LR faire des concessions extrêmes pour que le Parti socialiste, tout simplement, rentre dans un pacte de non-agression. Est-ce que vous y voyez clair sur la stratégie de Laurent Wauquiez, qui est un peu une stratégie « je soutiens, mais à certaines conditions ». Est-ce que c'est lisible? Pour l'instant, quand vous regardez les enquêtes, ça n'est pas très lisible. Ça n'est pas très lisible. L'opinion a du mal à se repérer.
Ce qui, moi, me frappe, en revanche, par rapport au gouvernement Barnier, c'est que le gouvernement Bayrou a peut-être un autre style, on vient d'en parler, mais que le gouvernement Bayrou a un soutien dans l'opinion qui est beaucoup, beaucoup plus faible que le gouvernement Barnier. Et ça, c'est aussi un élément. La classe politique ne peut pas être simplement à ses propres jeux de négociation entre les différentes sensibilités. Il faut prendre en compte l'opinion. Si l'on veut sortir de la crise actuelle, il faut recréer une dynamique d'opinion. Sinon, peu à peu, l'opinion publique française va s'enquister, s'enfermer dans un rejet de ces jeux politiques qui, à terme, profitera à qui ? Eh bien, profitera aux partis les plus protestataires. C'est lié à quoi, le moindre soutien de l'opinion publique? C'est lié à la personnalité de François Bayrou? C'est lié au fait qu'il n'incarne pas un changement par rapport à Michel Barnier? Je ne crois pas, c'est un phénomène d'usure. Vous avez une opinion publique qui constate quoi? 4 gouvernements dans l'année 2024. Une ritournelle, enfin un manège de ministres, absolument on ne sait plus qui est ministre de quoi, plus de 100 jours de gouvernement où on expédie les affaires courantes, les Français se disent il y a quelque chose, ils ont raison, il y a quelque chose qui ne va pas. Ça ne marche pas et on ne voit pas clairement la sortie du tunnel, comme d'ailleurs beaucoup d'acteurs politiques. Mais est-ce que dans ce contexte, du coup, l'opposition peut se permettre une nouvelle censure ou est-ce qu'elle serait perdante elle aussi? Écoutez, le RN craignait beaucoup que son association à une majorité négative pour faire tomber Barnier lui coûte cher. Pour l'instant, on ne voit pas le coup politique qu'il y a eu pour le Rassemblement national à la mise en cause du gouvernement Barnier. Cependant, attention, si ça devient une habitude, s'il y a une espèce même de joie de ces partis à faire tomber les gouvernements les uns après les autres, là, l'opinion peut les sanctionner, parce que la France est inquiète, quels que soient les électorats, qu'ils soient de gauche ou de droite ou d'ailleurs, les électorats sont inquiets. Est-ce que du coup, dans ce contexte, vous voyez, vous, le gouvernement François Bayrou durer ou pas? Il peut durer tant que le Rassemblement national n'actionnera pas. C'est exactement le même scénario que le gouvernement Barnier. Donc il est encore sous la menace du RN. Bien sûr. Quand bien même il cherche des accords avec la gauche, c'est encore le RN qui tient les clés. Le RN tient les clés. Le RN, pour l'instant, fait exactement ce qu'il avait fait en septembre dernier. C'est-à-dire, pour l'instant, nous n'actionnons pas la censure, donc ils ne vont pas s'associer au vote que LFI va activer 2 jours après la déclaration de politique générale de François Bayrou. Mais quand ils le voudront, quand ils l'estimeront utile, ils actionneront ce bouton. Donc avant l'été pour vous ? Alors, ça peut être avant l'été, je ne suis pas devin en la matière, ça peut être avant l'été, sachant que tout gouvernement, au fond, cherche à tenir jusqu'à ce que le pouvoir exécutif retrouve un tout petit peu de marge de manœuvre, c'est-à-dire le 8 juillet 2025, date à laquelle le président pourra à nouveau utiliser la dissolution. Parce qu'en attendant, les thématiques du référendum, etc., c'est largement, j'allais dire, pour amuser la galerie. Hein. Les 3/4 des référendums dont on entend parler, c'est des référendums qui exigeraient avant une réforme de la Constitution. Donc tout ça, c'est Donc il a fait des fausses promesses le 31 décembre, Emmanuel Macron ? Bon, il peut y avoir des sujets sur lesquels l'article 11 peut être mis, bien sûr, en action. Mais pas sur l'immigration, pas sur la fin de vie. Non, bien sûr que non. C'est pas comme ça, d'ailleurs, qu'on sortira de la crise. Hein. C'est pas en redonnant sur un sujet pointu à l'opinion publique la parole qu'on sortira de la crise. Il faut recréer un équilibre qui soit de nature différente à l'Assemblée nationale, ou bien, alors scénario tout à fait autre, une présidentielle anticipée. Mais on ne va pas rajouter au chaos législatif le chaos présidentiel. Parce qu'il faut savoir qu'une présidentielle anticipée, ça serait une présidentielle organisée dans un temps extrêmement bref. D'un mois, ça a toujours été le cas, il y en a eu 2 dans le passé de la Ve République, 30 jours d'élection présidentielle, pour une élection présidentielle qui va être autant, ça va être une élection présidentielle essentielle, clé, c'est pas sérieux. Hein, donc personne n'y a intérêt au LFI ? Personne n'y a intérêt, peut-être, sauf LFI et le RN, mais qui ne sont pas des forces de gouvernement. Qu'est-ce qu'on peut attendre du discours de politique générale que va prononcer François Bayrou la semaine prochaine ? Écoutez, il faut qu'il s'efforce de faire un état un peu des négociations. Parce que pour l'instant,
ça paraît, ça nous intéresse, etc. Mais l'opinion publique s'en est pas emparée. Il faut que l'opinion publique sente que ça a bougé par rapport à la mise en œuvre de cette majorité essentiellement négative, j'en parlais tout à l'heure, qui s'est exprimée contre le gouvernement Barnier. D'autre part, il faut, certes on dit les gouvernements maintenant ont une durée de vie de 1 mois, 2 mois, 3 mois, etc. Bon, comme sous la 4e République, pourquoi pas, mais il faut réinscrire le politique dans un temps, allez, ne disons pas un temps long, mais dans un temps moyen. Si vous voulez être là uniquement à commenter, à gloser sur ce qui sera mis en œuvre la semaine prochaine, ça ne va pas. Hein. Il faut que l'on sente dans quelle mesure ce gouvernement s'inscrit dans le temps moyen de la politique, lui redonne un aspect de projet. Mais est-ce qu'il peut donner des perspectives à moyen terme et encore plus à long terme dans un tel contexte d'instabilité politique? Oui, on peut toujours, je crois. Dans un contexte justement d'instabilité politique, l'opinion publique a besoin de repères. Il faut des repères. Au nom de quelles valeurs? Au nom de quels axes économiques et sociaux les négociations sont-elles entre partis entreprises? Sinon, ça n'est que le pur délice des négociations entre des appareils qui ne représentent pas grand-chose. Parce que si aujourd'hui, on ne parle sans arrêt que des négociations entre le PC, le PS, LR, mais tous ces partis ne représentent vraiment très peu de choses. Donc il faut sortir, il faut casser ce délice des négociations qui concernent un tout petit monde pour reprendre à témoin les électeurs et l'opinion publique. Il y a un sujet aussi qui est mis sur la table, c'est la proportionnelle. Michel Barnier, vous avez confié une mission là-dessus. Elle en est où aujourd'hui, cette mission? Mais cette mission, de fait, n'existe plus, puisqu'elle était liée à une demande de l'ancien Premier ministre et mes interlocuteurs. Et François Bayrou n'a pas reconduit cette demande? François Bayrou n'a pas estimé nécessaire. Lui qui défend la proportionnelle depuis de nombreuses années. Voilà. Et il s'agissait, d'ailleurs, il ne faut pas se méprendre. Lorsque l'ancien Premier ministre Michel Barnier m'avait demandé d'engager une réflexion, c'était pour l'introduction d'une dose de proportionnelle. Ça n'était pas pour penser une proportionnelle que la France d'ailleurs a connue. Il suffit, là, il n'y a pas besoin de faire beaucoup d'études, il suffit de regarder ce qui s'était passé lorsqu'on avait introduit la représentation proportionnelle départementale lors des législatives de 86. Une proportionnelle intégrale, vous savez, ça ne contribuerait pas à recréer un peu d'équilibre, ça accentuerait le déséquilibre. Il faut quelle dose pour vous de proportionnel? Alors, il faut faire fonctionner les différents modes de scrutin, regarder ce que ça donne, accorder en effet un peu de respiration afin que les minorités soient représentées, mais il ne faut pas casser complètement le miroir, que la vie politique française devienne un miroir totalement brisé. Il y a des modes de scrutin mixtes qui mêlent à la fois le principe majoritaire et la représentation proportionnelle. Il suffit de penser, par exemple, à notre mode de scrutin au municipal. Est-ce que les négociations actuelles sont en train de fracturer le nouveau Front populaire, de fracturer la gauche? Il semble. Mais attention, soyons prudents. Pourquoi? Parce qu'il y a des élections locales l'année prochaine, et dans les villes, qu'est-ce qui va se passer? Dans les grandes villes où les filles représentent souvent tout de même un électorat qui n'est pas négligeable, un électorat fort chez les Français musulmans, un électorat fort chez les jeunes, eh bien vous apercevez que beaucoup de maires socialistes ou écolos vont avoir besoin de ces électeurs, au moins au second tour, pour être réélus. Donc la marge de manœuvre, le goût de liberté qui ressaisit les socialistes après une longue période où ils ont courbé l'échine, ce goût de liberté, il s'exerce dans les limites de ces contraintes électorales. Ça veut dire qu'électoralement, aujourd'hui, la gauche, elle ne peut plus exister sans la France insoumise, même dans des municipales où le PS est implanté localement? Alors, elle peut exister sans la France insoumise en tant qu'appareil. C'est vrai que la France insoumise, de toute façon, au premier tour, présentera ses listes dans ses villes, le PS aura ses listes, etc. Très bien. Bon, mais ensuite, au second tour, il s'agit de s'adresser aux électeurs. Là, une fois de plus, il faut remettre l'opinion publique, les électeurs dans le jeu. Et là, oui, ils auront besoin des électeurs de la gauche. Aussi parce qu'il y a un manque d'incarnation à gauche hors Jean-Luc Mélenchon? Ah oui, ça, il faut bien reconnaître qu'un des gros problèmes, c'est pas simplement un problème stratégique, un problème politique, un problème de programme qui touche la gauche, et en particulier la gauche socialiste. C'est un problème dramatique de leadership. La gauche socialiste nous avait habitués
à se restructurer, à disparaître, quasi disparaître et à renaître autour d'hommes, en l'occurrence, qui restructuraient la gauche. On a parlé en effet de François Mitterrand, on a parlé de Lionel Jospin, on a parlé ensuite de François Hollande. Aujourd'hui, il n'y a plus aucun leadership au Parti socialiste et cela se ressent très très fortement. Même pas François Hollande, pour vous, il ne peut pas incarner cette gauche social-démocrate ? François Hollande, est un leader qui pèse encore dans l'opinion publique, quand vous regardez dans les électorats, mais il a un problème évident avec son parti. Maintenant, on lui montre la porte de sortie, le renouvellement démographique est à l'œuvre dans cette institution qu'est le Parti socialiste, comme dans d'autres institutions. Il a un handicap encore par rapport à l'opinion pour se refaire une crédibilité présidentielle qui est évident. Un dernier mot, enfin un autre sujet, puisque cette semaine a été également marquée par le décès de Jean-Marie Le Pen. Vous avez beaucoup étudié, vous, l'extrême droite. Il y a eu ce tweet de François Bayrou qui a fait un peu polémique, où il le qualifiait de figure de la vie politique française. Est-ce que Jean-Marie Le Pen restera une figure de la vie politique française ? Bien sûr, c'est évident. Quel est le grand événement politique depuis 50 ans ? C'est une force politique qui n'existait pas dans les années 70. Le Pen fait 0,7 à la présidentielle de 74, qui est devenu aujourd'hui le premier parti français. Comment est un des éléments essentiels, un des hommes qui a créé cette dynamique, c'est Jean-Marie Le Pen, quel que soit ce que l'on puisse penser des propos parfois scandaleux tenus par Jean-Marie Le Pen. Mais c'est évident que c'est une grande figure de la vie politique française et que c'est l'homme de cette étonnante dynamique électorale, qui n'est pas due d'ailleurs qu'à lui-même, bien sûr, mais c'est un homme qui a su rencontrer certaines tendances de la société française et en faire une force politique. Quel héritage politique il laisse, Jean-Marie Le Pen ? L'héritage politique, c'est l'homme qui a fait une moitié du chemin qui était essentiel avec des instruments qui étaient contestables. Il a fait la moitié du chemin parce qu'il a amené, quand il est parti, au fond, le Front National, à l'époque, était à 17-18%, c'est déjà beaucoup, et ça l'avait invité au second tour de la présidentielle de 2002. Souvenons-nous de ce choc, comme on disait, de 2002. Mais il n'avait fait que la moitié du chemin. Il restait à rapprocher ce parti du pouvoir. Et là, il a su transmettre paisiblement à sa fille, avant que les choses dégénèrent. En 2011, au congrès de Tours du Front National, il transmet la direction du parti à sa fille, et sa fille va, comme on dit, dédiaboliser, ou commencer ce processus qui n'est pas fini, et rapprocher à ce moment-là le Front National, devenu Rassemblement National, du pouvoir. Mais est-ce que c'est pas lié avec est-ce que Marine Le Pen n'a pas rompu politiquement avec son père pour en arriver là ? C'est à la fois un héritage et un meurtre du père. Mais souvent, ça se fait souvent comme ça dans les familles, et même dans les familles politiques. Marion Maréchal a réagi à la mort de son grand-père et elle a eu une phrase politique. Elle a dit « Pars tranquille, je n'abandonnerai pas la mission ». Est-ce que la mort de Jean-Marie Le Pen va déclencher une guerre idéologique entre Marine Le Pen et Marion Maréchal ? Si vous voulez, pour qu'il y ait une guerre idéologique, il faut que les poids, comme on dit, vous savez, dans les combats de boxe, soient à peu près équivalents. On ne fait pas boxer un poids léger contre un poids lourd. Si vous voulez, Marine Le Pen reste le poids lourd dans les leaders de la droite extrême en France. Marion Maréchal, qui d'ailleurs a rejeté le patrimoine Le Pen, le nom de Le Pen. On peut revendiquer, bien sûr, on le comprend, c'était son grand-père, peut revendiquer un héritage, mais elle ne joue pas dans la même catégorie. Et Jordan Bardella, il va rester fidèle à la ligne de Marine Le Pen ou idéologiquement il se rapproche plus de celle de Marion Maréchal et de Jean-Marie Le Pen? Alors Jordan Bardella, quand vous regardez les quelques lignes qu'il a pu rédiger pour honorer la mémoire de Jean-Marie Le Pen, on s'aperçoit que c'est du grand classique. Il se met dans la continuité parce qu'il a intérêt à se mettre dans la continuité pour l'instant, parce que ça n'est pas Le Pen. Mais il faut qu'il se mette... Vous savez, c'est un phénomène tout à fait particulier, le Rassemblement national. Aucune force politique n'a eu 3 générations de Le Pen. Là, c'est le cas. Vous avez eu Jean-Marie Le Pen, Marine Le Pen, et vous parliez à l'instant de Marion Maréchal, qui s'appelait jadis Marion Maréchal Le Pen. On n'a jamais vu ça. Donc, Bardella n'appartient pas, bien sûr, à cet héritage familial, mais pour l'instant, il a intérêt à coller, j'allais dire, au peloton Le Pen.
Merci Pascal Perrineau. Merci beaucoup d'avoir été avec nous et de nous avoir livré votre analyse sur cette rentrée politique. On va continuer à parler de ces sujets tout de suite dans le Club des Territoires.